Éric Baraté, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et spécialisé dans les animaux, ce qui est rare. Vous êtes le seul d'ailleurs en France. L'un des seuls. L'un des Oui. seuls. Ouais, ça commence Modeste. maintenant, il y en a d'autres. Alors on parle beaucoup d'intelligence animale et tant mieux, on s'en réjouit. Mais pourquoi maintenant? Eh bien, on n'est pas la seule époque à parler d'intelligence animale, mais de nos jours beaucoup plus qu'avant, en grande partie parce que la société petit à petit a mûri. Elle a mûri sur cette idée d'animaux, sur l'idée d'individus, des individualités des animaux. Et puis, elle a aussi desserré des carcans philosophiques, théologiques, qui nous enserraient depuis très très longtemps, ne serait-ce que une grande partie de la philosophie occidentale, ou par exemple une version du christianisme. Je ne dis pas le christianisme, mais une version du christianisme qui avait imposé une vision très dévalorisée des animaux et qui ne voulait pas entendre parler d'intelligence animale et qui préférait parler d'instinct notamment. Et donc tous ces carcans scientifiques aussi, idéologiques, ont été largement desserrés à partir des années 60, ce qui nous a permis de penser autrement. Et finalement de rejoindre d'autres civilisations, notamment par exemple les Japonais, qui ont été beaucoup plus, qui étaient préparés beaucoup mieux que nous à parler d'intelligence animale, à s'intéresser aux individus des animaux, à s'intéresser aux inventions. D'ailleurs, les premiers à avoir signalé des inventions animales, ce sont des Japonais à propos de macaques japonais, inventant des procédés entre guillemets culinaires. Et ils étaient beaucoup plus philosophiquement prêts à ça. Alors que nous l'avons été très longtemps, nous n'étions pas prêts, ou même lorsqu'on voyait les choses, on ne voulait pas les nommer telles qu'elles étaient. Et donc on recourait très facilement à l'idée d'instinct, de plan créateur, etc., etc. Ce qui est intéressant, et vous le dites d'ailleurs dans vos livres, c'est que finalement la littérature, la mentalité des gens, l'opinion publique, comme on dit, a une influence énorme, alors qu'on a toujours l'impression que c'est que les scientifiques. On dit, ah, on parle d'intelligence à cause de l'éthologie, mais finalement, vous montrez que c'est beaucoup plus ouvert que ça. Oui, moi j'inverserais le propos, c'est-à-dire que l'éthologie arrive en dernier. Ouais. Les scientifiques ne regardent d'une certaine manière que parce que la société les a préparés à regarder comme cela. Et on le voit très bien, on voit très bien comment l'Occident, à partir de la fin du XVIIIe siècle, s'est préparé à penser les animaux d'une manière différente. Et ça aboutit à notre situation actuelle. Et comment il l'a fait? Eh bien, il n'a pas pu le faire par les voies officielles qui lui étaient interdites, la théologie, la philosophie, la science, où là on ne voulait absolument pas entendre parler d'intelligence animale. On l'a fait par des voies extérieures, marginales, la littérature, la peinture, où là on pouvait, les Oui, c'est écrivains, des artistes. voilà, qu'ils racontent n'importe quoi, on s'en moque, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, nous on a la vérité, côté théologien, philosophe, etc. Et en fait on se rend compte que ces gens-là ont servi à préparer les esprits. Et j'ai même retrouvé des textes d'éthologues actuels, notamment là je pense à un éthologue américain spécialiste des chiens, qui raconte dans son introduction comment il a été influencé par toute cette production de dessins animés, de bandes dessinées, de romans du genre La cible, Chien fidèle, etc., où l'on parlait d'intelligence animale, souvent d'une manière anthropomorphique, l'animal qui parle, etc., mais ça lui avait donné l'idée que, est-ce que finalement, il n'y a pas une intelligence chez les animaux, et en particulier chez le chien. Et donc, c'est bien parce que la société avait préparé l'affaire qu'il a pu se poser la question. Si ça n'avait pas été préparé, il n'aurait jamais osé. Merci beaucoup. Merci.